Bonjour, aujourd'hui on va essayer de préciser un petit peu quelles pourraient être les indications et qu'est-ce qu'il en est de l'étape actuelle du duodénoscope à usage unique EXALT. Vous savez comme moi qu'il y a un risque infectieux en endoscopie digestive. Quand on essaye un peu de l'évaluer, on admet qu'il y a entre 2 et 4% d'infections induites. Bien évidemment, un certain nombre d'infections sont liées à des facteurs de risque liés au patient lui-même. On a des facteurs de risque liés à l'endoscope qui en général sont dus à des problèmes de désinfection mal faite. Et puis on a un risque spécifique qui concerne les duodénoscopes du fait de leur conception qui est complexe. Est-ce que c'est fréquent? Bien, vous savez que c'est assez difficile à authentifier. Néanmoins, une série récente faite sur 17 ans retrouvait dans la littérature 32 cas groupés qui ont impliqué au total 400 patients. En France, plus spécifiquement, depuis 2012, il y a eu 71 signalements qui ont été transmis à l'autorité publique. Si maintenant on regarde ces 10 dernières années ce qui s'est passé dans la littérature, eh bien cette série publiée d'une analyse de la littérature retrouve 18 articles avec en moyenne 3 à 22 patients contaminés par étude. Quelles étaient la cause finalement de ces contaminations? Eh bien, il y avait 9 articles où la cause retenue était une erreur du protocole de désinfection, incluant le stockage ou le séchage. Vous voyez que c'est majoritairement des duodénoscopes qui étaient en cause. Et puis, plus inquiétant, les 7 articles suivants, où là, il n'y a aucune erreur de protocole de désinfection qui est mis en évidence par les audits, pas d'altération particulière du canal opérateur de l'endoscope, et vous voyez qu'à chaque fois, ça concernait des duodénoscopes. Enfin, 2 autres études, une où il y avait une altération du canal opérateur, et puis une autre qui a été une étude assez frappante, puisque là c'était un problème de design, ça concernait les duodénoscopes Olympus TJF 180V, qui du coup ont été retirés du marché. Qu'est-ce qu'il en est quand on fait une étude à l'échelle d'un pays? Eh bien, c'est les Hollandais qui nous ont proposé ça. Vous voyez que 92% des centres hollandais pratiquant le cathétérisme ont participé à l'étude. Il y avait 4 à 6 prélèvements systématiques qui étaient effectués sur au moins 2 duodénoscopes par centre. Au total, il y a eu 150 tubes de prélevés. Les 3 compagnies étaient représentées et 22% des tubes, du coup 39% des centres, avaient au moins un duodénoscope qui était contaminé. Alors, il y avait des contaminations avec plus de 20 colonies de germes non pathogènes et bien sûr, de manière beaucoup plus inquiétante, 15% des duodénoscopes étaient contaminés avec des entérobactéries pathogènes. Et c'était indépendant du modèle de duodénoscope. Alors pourquoi ce duodéno est spécifiquement plus à risque? Vous savez comme moi qu'il y a ce fameux élévateur qui va induire 2 zones finalement qui peuvent garder malgré une bonne désinfection des germes sous l'élévateur. Et puis on a aussi un canal spécifique qui contient donc la tige métallique permettant d'actionner l'élévateur. Toute cette zone est donc spécifiquement plus difficile à décontaminer pour les infirmières. Alors qu'en est-il du fameux EXALT, ce nouveau duodénoscope à usage unique? Eh ben, c'est donc clairement un endoscope à visée unique. Vous le jetez après. La conception est identique à celle d'un duodénoscope réutilisable. Quelque chose c'est assez surprenant quand on le tient, c'est que c'est beaucoup plus léger. Le canal opérateur est de 4,2 mm. Vous avez un érecteur bloquant et vous avez une console spécifique que vous voyez ici, une petite console assez facile à intégrer dans un bloc endoscopique et c'est un matériel qui est maintenant commercialisé. Alors si vous voyez ici dans notre bloc par exemple, vous voyez on l'avait mis à la hauteur du processeur pour le cholédocoscope et vous voyez que c'est effectivement, bien que ça soit déjà bien chargé, c'est assez facile de l'intégrer dans les différents modules. Qu'en est-il maintenant si on regarde en pratique comment se passe l'utilisation de ce tube? Donc vous voyez ici le tube qu'on sort de son conditionnement stérile. Le film a été fait chez Christian Boustière à Marseille. Vous voyez qu'il est conditionné en long. C'est probablement quelque chose qui va être modifié prochainement parce qu'au niveau stockage, c'est pas si facile. Le tube est facile à sortir de son conditionnement. Et le fait qu'il ait été conditionné en long fait qu'il a une certaine rigidité. Il va donc être important, comme vous allez le voir là, finalement de l'assouplir un peu. Faut pas hésiter à le faire. Il n'y a aucun risque, on risque pas de le casser. Et en revanche, c'est utile pour avoir moins l'impression d'une rigidité quand vous allez l'utiliser. Donc vous assouplissez à la fois la gaine, les roulettes et puis les recteurs étant moins bloquants, je dirais. Donc ça, c'est une étape préalable à l'utilisation. Après,
vous allez mettre les valves qui sont indépendantes, qui sont bien sûr des valves à usage unique, et puis vous allez finalement le brancher sur la console. Le mode de branchement étant extrêmement simple, il suffit de le plugger, exactement comme le Spicescope, et puis finalement on va rebrancher l'aspiration et le flacon, exactement là encore comme avec votre duodénoscope réutilisable. Une fois que tout est en place, vous pouvez commencer votre cathétérisme. Vous verrez que le ressenti est un petit peu différent d'un duodénoscope habituel. Souvent, nos duodénoscopes, ils ont fait un certain nombre d'examens, du coup, ils sont très souples. Là, on a l'impression d'une certaine rigidité, donc il faut descendre prudemment, mais une fois qu'on est en place, ça peut aussi être un avantage. Pour ce qui est du maniement des différents outils, on se retrouve exactement comme avec un duodénoscope standard. Il n'y a pas plus de difficulté à introduire des instruments, à les manier. Vous voyez ici un cathétérisme, un retrait de prothèse qui est effectué. On n'a pas l'impression qu'on est avec un autre instrument que d'habitude, à part qu'il est plus léger pour le coup. Donc vous voyez ici, là, bien sûr, le captage de la prothèse. Vous voyez que la qualité d'image est bonne. C'est pas, on sait qu'en cathétérisme, on n'a pas besoin de NBI, on n'a pas besoin d'une très très haute définition, mais là on a déjà une haute définition. On est comme avec une image de Spicescope finalement. Vous voyez ici sur une procédure un peu plus compliquée, sur les différents essais qu'on a pu faire, il y avait eu de procédures même très compliquées qu'on n'ait pas pu effectuer. Donc on n'a pas de l'impression qu'on va détériorer la qualité de son examen. Bon, une sphinctérotomie classique. Vous voyez qu'en tout cas, si vous regardez avec l'image, vous avez l'impression d'être avec un duodénoscope normal. Alors si on étudie un petit peu la littérature de ce qui a pu être publié pour le moment, bien sûr c'est que des publications récentes de cette année. Une des premières qui a été faite, ça a été une série de cas, une étude américaine, vous voyez 6 centres incluant 60 cathétérismes, des difficultés qui sont gradées sur une classification américaine de 1 à 4, le 1 étant le plus simple, le 4 le plus compliqué, donc c'était essentiellement des grades 2 et 3. Beaucoup de patients qui avaient quand même eu une sphinctérotomie antérieure. Vous voyez que 58 patients sur 60 ont pu avoir leur geste avec l'Exalt. Il y a eu un échec relatif qui a été réussi secondairement en switchant sur un duodénoscope réutilisable. C'était une dilatation de sténose sur cirrhose biliaire sur cholangite sclérosante. Et puis on a eu un échec de sphinctérotomie sans précoupe, mais qui n'a pas plus été réussi en switchant pour le duodénoscope réutilisable, et ils ne sont pas revenus à l'Exalt pour tenter de pousser plus loin le cathétérisme. Globalement, les opérateurs étaient satisfaits. Vous voyez une gradation de 9 sur 10, et les opérateurs jugeaient que les performances techniques et la sécurité étaient équivalentes entre les deux tubes. Il y a eu une étude, pas réellement comparative, mais randomisée, qui a été également faite par l'équipe de Miami. 98 patients, ils ont tiré au sort s'ils allaient faire avec l'Exalt ou avec le TJF 180 d'Olympus. Le critère principal était un peu surprenant, c'était la comparaison des tentatives pour obtenir la cannulation du canal désiré, mais il y avait également toutes les analyses, bien sûr, secondaires sur les performances techniques. Au total, ils ont eu 80% de procédures jugées peu complexes. Le nombre médian de tentatives pour réussir la cannulation était significativement plus faible avec l'Exalt. Pas de différence significative en revanche pour le taux de succès de cannulation. Et puis il y avait quelques petits points où l'Exalt était jugé inférieur, que ce soit la facilité de passage du duodénoscope dans l'estomac, la qualité de l'image ou la fonctionnalité du piston RO, qui est un léger problème actuellement. Au total néanmoins, les deux tubes étaient considérés comme équivalents en termes de performance technique et de sécurité. Alors qu'en est-il en France? Il y a une étude qui vient de se terminer, qui est en cours d'analyse, qui a inclus 60 patients dans 6 centres. Vous voyez les difficultés là encore, essentiellement grade 2 et grade 3. La principale critère de jugement que nous avions retenu, c'était la capacité à réaliser l'acte qui avait été défini avant le début du geste, et puis bien sûr un certain nombre de critères secondaires d'évaluation du tube. Il y a eu au total 3 échecs avec l'Exalt, mais qui n'ont pas été compensés par le duodénoscope réutilisable, une sténose duodénale qui restait non franchissable, une sténose biliaire sur cholangite que je n'ai pas pu non plus franchir, c'était un de mes patients avec le duodénoscope réutilisable, et une ampoule tumorale avec échec de cathétérisme. La satisfaction moyenne des opérateurs était élevée, 8,2. 2 fois, il y avait eu des notes, je dirais, basses, à chaque fois à cause d'un problème de valve avec un petit peu d'aéro qui se mélange. Au total, là encore, les performances techniques et la sécurité étaient jugées équivalentes entre les deux endoscopes.
Alors finalement, une fois qu'on a dit ça, quelle utilité peut-on voir à un duodenoscope à usage unique? Eh bien, si on essaye de cibler quelques indications où là, pour le coup, on pourrait vraiment se poser la question, eh bien sûr, on va limiter le risque infectieux. Donc ça peut concerner des patients fragiles, considérés à haut risque d'infection, par exemple des patients greffés. Un point qui n'est pas accessoire, c'est que ça peut également protéger le parc d'endoscope conventionnel quand on s'adresse à des patients qui sont porteurs, par exemple, de bactéries hautement résistantes déjà connues. Enfin, il y a des situations où la flexibilité permise par ce tube peut être intéressante. C'est le cas, par exemple, des urgences, où on va avoir du coup une disponibilité immédiate du matériel, où il n'y aura pas besoin de désinfection secondaire, et puis de manière plus rare, ça peut aussi être une solution de dépannage en cas d'indisponibilité d'un ou plusieurs appareils classiques. En conclusion, il paraît clair que le duodénoscope EXALT est techniquement aussi performant qu'un duodénoscope réutilisable. Dans un premier temps, on peut l'utiliser dans des situations spécifiques, en particulier en cas d'urgence, quand il n'y a pas de possibilité de désinfection du tube derrière, chez des patients à risque d'infection, en particulier les immunodéprimés, et l'exemple type étant les greffés, et puis chez des patients qui par ailleurs sont porteurs eux-mêmes d'infections résistantes. Et enfin, je dirais que les points qui restent encore à éclaircir, c'est l'analyse médico-économique, savoir finalement quel est le coût réel par rapport à un examen standard. Le dernier point, c'est des précisions sur le recyclage qu'on attend. L'EXALT est composé de matériaux recyclables et il y a des partenariats qui sont en cours pour justement pouvoir le recycler en totalité. Je vous remercie.